Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette toute dernière partie de soirée électorale en Normandie consacrée au régional et au départemental. Avant de prendre connaissance des nouveaux résultats en compagnie de Magali Nicolin et Véronique Arnoux, je vous propose de regarder ces images, les images qui ont fait cette soirée, qui ont marqué cette soirée de résultats de second tour. On se retrouve juste après, montage signé Myriam Libert. Bon, ben bravo, hein. Bravo aux jeunes surtout, hein. Les autres, j'en ai foutu, les plus vieux. Ce que je crois, c'est que c'est d'abord et avant tout le fait de dire Morgan, vous avez fait le boulot, eh bien, continuez. 26%, ça ne nous permet pas d'être élu présidente de la région. C'était mon objectif. On avait dit qu'on ne ferait pas de la figuration. Mais malgré tout, jamais les sondages ne nous ont donné à 26%. Lorsque l'abstention est très massive, ce qui est le cas, eh bien, ce sont les catégories populaires, c'est l'essentiel de nos électeurs, qui souvent boudent le plus les urnes. Alors, ceux qui vont être élus à la tête des régions, ils auront été choisis par un électeur sur 8 ou un électeur sur 10. C'est-à-dire que c'est évidemment leur légitimité qui est en cause. Je pense qu'il y a probablement derrière l'abstention aussi la question de la compréhension de l'action d'une région et d'un conseil régional. Laurent Bonnater. On était autour de 10% haut au premier tour, on est 10% bas au deuxième tour. C'est un peu dommage, on aurait préféré progresser. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous allons être plusieurs, sans doute une demi-douzaine, à rentrer au Conseil régional de Normandie pour faire entendre notre voix, nos idées. Voilà, et avec nous sur ce plateau nous a rejoint celui qui menait la liste du Rassemblement national pour ces élections en Normandie, Nicolas Bay. Bonsoir. Bonsoir. Le RN que l'on disait pouvoir jouer les troubles faits, ça avait été annoncé, répété au cours de cette campagne à travers ces sondages. Aujourd'hui, les résultats sont là. Vous êtes crédité de 20% des voix. C'est quoi qui n'a pas fonctionné? Je crois que c'est un phénomène national, en réalité une abstention massive qui a frappé la Normandie comme toutes les régions de France et qui a abouti à ce qu'une bonne partie de l'électorat, notamment l'électorat populaire, ne s'est pas rendu aux urnes, n'a pas souhaité exercer son droit de citoyen de vote. C'est évidemment très inquiétant. Moi, je vois les uns et les autres se réjouir de leur élection, de leur réélection en l'occurrence. Tous les sortants, partout en France, ont été réélus. Alors, moi, j'adresse mes félicitations à Républicaine et à Vémorin, mais en réalité, ils n'ont pas été réélus sur leur bilan ou sur leur étiquette politique. Ils ont tous été réélus parce qu'ils sont sortants. Et parce qu'évidemment, cette abstention massive a profité aux sortants, quelle que soit leur étiquette. Mais alors, ça profite aux sortants, mais vous arrivez qu'en 3e position, vous êtes même devancé par la liste PS Europe Écologie. Le Rassemblement national continue d'être une force politique importante, puisqu'avec 20% des suffrages, on est une des principales forces politiques en Normandie, là encore, comme dans les autres régions. Mais il faut s'interroger sur l'effondrement de la démocratie auquel on assiste. Avoir les 2/3 des électeurs qui ne vont pas voter, ça montre une crise extrêmement profonde. Ça nécessite d'ailleurs une réponse très forte. Il faut restaurer des vrais mécanismes démocratiques. Démocratie représentative avec la proportionnelle aux élections législatives, démocratie directe avec le référendum d'initiative citoyenne. Il y en a beaucoup qui se réjouissent finalement que les électeurs qui sont les plus défiants à l'égard du système politique, renoncent finalement à aller voter. Mais c'est évidemment le signe d'une démocratie profondément malade, et puis ça a été aggravé par l'attitude du gouvernement. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, chargé des élections, était candidat aux élections dans le Nord. Il n'a même pas été capable, le ministère de l'Intérieur n'a pas été capable d'acheminer les professions de foi et les bulletins de vote chez les électeurs. 80% des Normands, ou 70% des Normands, n'ont même pas reçu à domicile l'enveloppe électorale. On est un pays du tiers-monde. Sur ces résultats en Normandie, vous me parlez effectivement de ce qui s'est passé dans les... Non, là, je vous parle de ce qui s'est passé en Normandie. Mais est-ce que la campagne, finalement, du Rassemblement national n'a pas été trop politisée, trop nationale, et que celui qui gagne ce soir, c'est celui qui a le plus défendu la Normandie? Mais on peut toujours trouver des explications. En réalité, tous les sortants ont été réélus. Ça va nous interpeller. L'absence d'alternance dans toutes les régions de France, ça montre qu'une chose, c'est que l'abstention massive a profité aux sortants. Maintenant, nous, pendant toute la campagne, on a mené des campagnes sur les sujets régionaux. On a parlé du ferroviaire, on a parlé du développement économique. On a aussi, c'est vrai, vous avez raison, parlé de sécurité, parce que la sécurité dans les gares, dans les trains, c'est évidemment une compétence régionale. C'est un de vos thèmes de prédilection aussi. En fait, c'est un des thèmes de prédilection des Français. Quand vous prenez les enquêtes d'opinion, c'est le premier thème qui sort, au même niveau que l'emploi. Voilà, donc... Est-ce que
décemment, on fait campagne pour une élection régionale avec une région qui a 2 milliards d'euros de budget, on dit, ah ben non, les grands sujets de préoccupation des Français, comme l'emploi ou la sécurité, on n'en parle pas parce que ce n'est pas une compétence régionale, ça me semblerait pas très sérieux. On va continuer justement à vous faire réagir en plateau ce soir, mais avant, je voudrais qu'on parte retrouver Catherine Lecomte. Catherine qui se trouve en direct du conseil départemental de Seine-Maritime, où une situation un peu inédite, Catherine, se joue ce soir, puisqu'il y aurait égalité à gauche et à droite, et au milieu de tout ça, un homme. Et oui, vous le disiez, alors que la soirée se termine doucement ici, eh bien, en fait, il y aurait égalité effectivement parfaite entre ces 17 cantons à droite et à gauche sur les 35 qui sont à renouveler. Effectivement, le canton vers lequel tout le monde se tourne ce soir, c'est bien celui de Bolbec avec Dominique Métaux, qui a été réélu dans son fauteuil face au Rassemblement national. Dominique Métaux, qui dans la précédente mandature était plutôt étiqueté à gauche. Mais cette fois-ci, il a fait campagne sur le ni-ni, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche. Alors, de quel côté penchera-t-il dans les prochains jours? C'est toute la question. Nous l'avons posée tout à l'heure à Bertrand Bélanger, qui est le président sortant, pour savoir s'il y aurait des tractations qui vont commencer à avoir lieu dans les prochaines heures. Il nous a assuré que non, mais on se doute bien qu'il va y avoir pas mal de coups de fil, parce qu'il faut bien établir une nouvelle majorité. Jeudi, il faut qu'un président soit élu. Et à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas de quelle couleur il sera, si ce sera M. Bélanger qui sera effectivement reconduit, ou si M. Christophe Bouillon pourra à nouveau remporter le département qu'ils avaient perdu pour la gauche en 2015. Merci beaucoup Catherine Lecomte en direct. On va aller voir tout de suite Magali Nicolin et Véronique Arnoux, mais avant je voudrais quand même la réaction de Bruno Cotret. C'est un peu inédit ça, un homme qui va être dragué en fait, on va le dire, parlons clairement, soit par la majorité sortante, soit par l'opposition aujourd'hui, 17 cantons de chaque côté. Ben oui, ça arrive dans certaines situations où une majorité peut reposer sur une seule personne. Du coup, cette personne devient une sorte de super acteur stratégique. Sacrée responsabilité. Qui va sans aucun doute avoir une très forte responsabilité, qui va sans aucun doute être très courtisé des deux côtés. Et on a vu tout à l'heure la déclaration du président de l'Assemblée départementale qui déjà se positionnait quand même pas mal en rappelant qu'il avait beaucoup travaillé avec lui déjà. Donc c'est une situation extrêmement intéressante et on va voir sans aucun doute que ce conseiller départemental va être très entouré avec beaucoup d'amis dans les heures qui arrivent. En fait, c'est le seul suspense qui perdure ce soir à l'échelle de la perdure effectivement à l'échelle de la Normandie dans un département. Eh bien justement, on va aller voir Magali Nicolin et Véronique Arnoux qui collectent pour nous les résultats pour les 5 départements normands. C'est à vous, mesdames. Merci Émilie, on vous a fait une petite sélection parce qu'il y a beaucoup de cantons, vous le savez, dans notre Normandie, 131. Alors les cantons qu'on va vous donner, c'est celui de Mont-Saint-Aignan, celui du président du conseil départemental Bertrand Bélanger, le canton de Mont-Saint-Aignan où il est réélu avec son binôme Catherine Flavigny, la maire de la commune. Prenons à présent la direction de Dieppe où il y a 2 cantons. Alors le canton numéro 1, c'est une réélection, celle d'André Gauthier et d'Imelda Van de Candelare. Ils sont élus avec 54,18% des suffrages. Le canton numéro 2, eh bien là, c'est un canton qui bascule, et oui, puisque Marilyn Fournier et Nicolas Langlois, qui avaient une liste du PCF, sont élus avec 56,58% des suffrages. La sortante Blandine Lefebvre est battue. Quant-le à présent, dans l'agglomération de Rouen, où David Lamiré et Brigitte Manzanares sont réélus, il y avait dans ce canton un duel avec le Rassemblement national. Une réélection également à Barentin pour le maire de Barentin, Christophe Bouillon et Pierrette Canu, réélection à gauche dans ce canton. Notre-Dame de Bondeville à présent, toujours dans l'agglomération de Rouen, une réélection pour Guillaume Coutet et Agnès Largilet, sans surprise, puisque c'est un fief de la gauche, ce canton, un canton qui restera donc à gauche. Encore une fois, Grand-Quevilly à présent, avec Nicolas Rouly et Taco Diallo, qui sont également réélus. Darnétal à présent, avec un canton qui reste à gauche, mais avec des nouveaux élus, figurez-vous, puisque ce sont Laurent Grelot et Séverine Groux qui menaient une liste d'hiver gauche, qui ont battu les sortants Benoît Anquetin et Marilène Follet. Et puis un dernier canton en Seine-Maritime, c'est le canton de Eu, celui qui est le plus au nord de toute notre région, la Normandie. Et bien dans ce canton, également de nouveaux élus, Valérie Garot et Laurent Jacques, qui menaient une liste PSPC avec 55% des suffrages.
Alors moi je vais enchaîner avec des résultats dans la Manche et on part à Granville où la sortante Sylvie Gatté a été réélue. Juste pour rappel, son ancien binôme se présentait face à elle. Allons à Saint-Lô 1, on le voyait tout à l'heure en direct, où le député républicain Philippe Gosselin a été largement réélu avec plus de 66% des voix auprès de Adèle Haumé. À Saint-Lô 2, c'est la sortante Brigitte Boisgéraud auprès de Mathieu Lebrun. Ils ont été réélus avec plus de 65% des voix. Dans la Manche, toujours à Isigny, le BUA, c'est Franck Enouf qui a été élu auprès de Jessie Orvin. Pour information, les binômes, ils sont tous les deux maires d'hiver droite. Enfin, allons à Coutances où la sortante Anne Harel n'a pas été réélue. C'est donc Grégory Galbadon et Sonia Larbi qui ont été élus avec plus de 53% des voix. À noter que c'était un duel de binômes centristes. Un petit dernier Magali quand même. Allez, allons à La Hague, toujours dans la Manche, où nous avions un duel à gauche et c'est Jean-Marc Frigou et Nathalie Madec qui ont été élus avec un peu plus de 51% des voix. Deux résultats qui concernent le Calvados à présent. La ville de Lisieux, le canton de Lisieux, où le maire de Lisieux est élu, Sébastien Leclerc, ainsi que Angélique Périgny, la sortante. Il remporte l'élection, vous le voyez, avec plus de 70% des suffrages. Et puis sur la côte, le canton de Courseulles-sur-Mer, où Cédric Nouvello a été élu, le sortant, avec Carole Frugère. Ils menaient tous les deux une liste d'hiver droite LR. Voilà, Émilie. Merci pour ces résultats. Ce qui a marqué ce second tour, c'est également l'abstention. On a parlé une nouvelle fois d'abstention record pour ces élections régionales et départementales, avec une jeunesse qui s'est désintéressée de ce scrutin. On a enregistré plus de 80% d'abstention dans certaines villes. Comment expliquer ce désintérêt? Ces jeunes se sont-ils sentis exclus de cette campagne ou ont-ils tout simplement préféré la soirée football? Voyez ce reportage tourné à Caen ce soir de Florent Turpin et Jean-Michel Guillot. Il a suffi de passer quelques minutes en terrasse pour comprendre. Est-ce que tu es allé voter toi ce matin? Non, je ne suis pas allé voter. Non. Non, je ne suis pas allé voter du tout. Est-ce que tu peux me citer un seul candidat au régional? J'ai lu le prospectus ce matin, mais je ne me rappelle plus de leur nom. J'en ai aucune idée. Lors du premier tour dimanche dernier, 87% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. La tendance semble se confirmer lors de ce deuxième tour. Certains de ces jeunes électeurs ignoraient même la tenue de ce scrutin. Je sais que mes parents n'ont pas voté non plus, donc moi je ne m'y suis pas intéressée plus que ça. On n'en a pas assez parlé parce que j'ai peut-être pas vu l'importance de cette élection-là. Oui, j'ai accordé moins d'importance à cette élection qu'une élection lambda de présidentielle ou législative. Un manque d'intérêt pour certains, mais l'abstention des jeunes électeurs a bien d'autres explications. Et j'ai pas fait l'effort de rentrer ni de donner une procuration à mes parents pour aller voter. Je dirais que la politique, elle est un peu pourrie, quoi. À partir du moment où ils prendront les votes blancs en compte, peut-être que ce sera quelque chose à rediscuter. Et puis, il y a ceux qu'il a fallu chercher, ceux qui sont allés voter. Si on laisse le terrain, en fait, il y a beaucoup d'autres idées qui finissent par gagner et triompher sur ce que nous, on pense. C'est une liberté qu'on a et moi, je préfère la prendre pour au moins être libre et pouvoir dire que j'ai fait mes choix et après, j'ai rien à me reprocher. On est les premiers, les jeunes, à aller grogner sur la politique actuelle et pourtant on est les derniers à aller voter. Donc je trouve ça un peu concernant, oui, que personne n'aille voter, même sur des élections départementales ou régionales. Voilà pour les jeunes qu'on a entendus à l'instant. On va y revenir. Je voudrais vous donner un résultat définitif cette fois pour le département de l'Eure concernant les élections régionales. Dans le département de l'Eure, Hervé Morin a été élu avec 44,09% des suffrages. Nicolas Bay arrive en deuxième position avec 24,48% des suffrages. Mélanie Boulanger est à 21,56% et Laurent Bonater à 9,87%. Vous apparaissez en deuxième position dans ce département de l'Eure. Vous êtes présent en général, quels que soient les scrutins. Pour autant, le coup de colère de Marine Le Pen, il n'a pas été entendu entre le premier et le second tour, Nicolas Bay. Elle s'était fâchée, Marine Le Pen. Exagéré, elle a simplement
inciter les électrices et les électeurs à corriger en quelque sorte au second tour leur faible participation au premier tour. Mais c'est vrai que nous n'avons pas été entendus dans cet appel à la remobilisation entre les deux tours. Il faudra avoir une réflexion sur la manière de remobiliser les électeurs habituels du Rassemblement national, qui nombreux, c'est vrai, ont boudé les urnes. Ils n'ont pas voté pour d'autres, d'ailleurs. Ils n'ont pas voté pour d'autres formations politiques. Ils ont simplement renoncé à se rendre aux urnes. Mais c'est évidemment une vraie question et il s'agit d'aborder ça avec une certaine humilité. Pour autant, nous sommes aussi dans notre rôle de force politique d'opposition. Nous mènerons pendant les 7 prochaines années une opposition au sein du Conseil régional, à la fois déterminée, intransigeante, même quand ce sera nécessaire, et en même temps évidemment constructive, comme nous l'avons fait d'ailleurs pendant la précédente mandature, où régulièrement nous avions voté un certain nombre d'orientations ou de rapports qui nous semblaient aller plutôt dans le sens de l'intérêt de la Normandie et des Normands. Pas d'élus non plus dans les départements. Oui, vous savez que le mode de scrutin majoritaire nous est très défavorable, donc nous n'avions pas d'élus sortants. Donc en réalité, c'est le statu quo en quelque sorte dans ce domaine. Même si nous avons obtenu de bons résultats, voilà. Nous avions des candidats dans 35 cantons qui étaient qualifiés pour le second tour. Est-ce que c'est un revers pour vous, clairement, cette élection ? Non, les départementales, on peut dire régionales comme départementales. Vous aviez des ambitions pour ces deux scrutins-là ? Vous savez, on peut toujours tirer des conclusions un peu hâtives. Encore une fois, rappelons-nous une chose, l'enseignement principal, c'est l'abstention spectaculairement élevée. Et du coup, en tirer ensuite des conclusions est un peu difficile parce que quand mais à la fin, il y a une élection quand même. Oui, d'accord, il y a une élection. Mais et alors si demain on a 90% d'abstention, qu'est-ce qu'on dira ? Ah bah formidable, celui qui a été élu avec 10% des voix. Ça fait plusieurs années ça finit par poser un énorme problème démocratique. Mais qu'on ne fait rien pour autant. Oui, enfin on ne fait rien. Il y en a qui proposent un certain nombre de choses. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Organiser des vrais mécanismes de démocratie. Comme quoi ? La proportionnelle ? Proportionnelle, un référendum d'initiative citoyenne. On voit bien qu'il y a beaucoup d'électeurs dans les catégories populaires, beaucoup chez les jeunes, votre reportage à l'instant l'a montré, qui ne veulent plus voter parce qu'ils ont le sentiment que ça ne sert à rien et que ce sont toujours les mêmes, qui sont un peu interchangeables, qui peu ou prou mènent les mêmes politiques. Et d'ailleurs, ici en Normandie, on le voit avec cette hybridation entre la République En Marche et les Républicains. C'est vrai pour les élections départementales, c'est vrai aux élections régionales, parce qu'Hervé Morin, malgré tout, a dans sa majorité beaucoup de macronistes. Ça crée une confusion. Le message qui est retenu ce soir, c'est que c'est cette politique en fait, de combinaison, d'alliance, de tactique. On l'a vu dans d'autres régions que la Normandie. Il y a un refus et un boycott de cette manière de faire qui est. C'est une lassitude assez profonde. Moi, je l'ai ressenti pendant la campagne. Mais vous ne faites pas d'alliance. En étant présent sur le terrain, non, on ne fait pas d'alliance avec la République En Marche, ça c'est sûr. Mais en réalité, il y a une lassitude, il y a un mélange d'indifférence à l'égard d'un système politique qui donne le sentiment d'être inutile aux Français dans leur vie quotidienne. Il y a une lassitude et parfois même une colère, une indignation, mais qui, au lieu de s'exprimer par les urnes, s'exprime finalement en boycottant les urnes. Bruno Cotresse, justement, quand on regarde cette abstention record et ce message qui a été envoyé par la jeunesse qui s'est détournée de ces élections au premier et au second tour, avec plus de 8 jeunes entre 18 et 25 ans qui ne sont pas allés voter, ça dit quoi ? Ça dit qu'il faut réformer le message politique, il faut que les politiques apprennent à s'adresser davantage aux citoyens, à leurs préoccupations. Oui, ça illustre très clairement ce gros malaise démocratique français qui existe depuis plusieurs années. Il ne date pas d'ailleurs de l'élection d'Emmanuel Macron, ça remonte à avant. Quand on regarde les séries de données que nous constituons à Sciences Po, on voit que ça existe depuis déjà un certain nombre d'années et ça nous dit très clairement que s'il y a un enjeu absolument fondamental, ça va être celui très rapidement de s'atteler à la revitalisation, le ressourcement du modèle démocratique français. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'un jour, effectivement, ça touchera l'élection présidentielle. Et si ça touchait l'élection présidentielle, le château de cartes s'effondre. Donc on est obligé de s'en occuper. Il va falloir faire quelque chose. Il y a les modalités techniques d'organisation du vote. On en a beaucoup parlé. Ça ne peut pas faire de mal, par exemple, d'étaler le vote peut-être sur 2 jours, de réfléchir sérieusement au retour du vote par correspondance ou aux modalités du vote électronique. Et puis, il y aura une question sans aucun doute d'éducation civique de longue durée. Plusieurs acteurs politiques l'ont signalé ce soir. Les Français connaissent mal leurs institutions. Il y a là un enjeu de formation civique absolument central pour les nouveaux élus, pour les nouvelles assemblées départementales et régionales.
Alors, là, c'est parfaitement assumé aussi. Je trouve que c'est ça aussi la différence. Avant, les gens qui n'allaient pas voter disaient comme ça du bout des lèvres, non, je ne peux pas trop aller voter, tout ça. Là, on le sait, c'est assumé, on l'explique et on dit pourquoi on n'y va pas. Mais oui, parce que la conception du vote comme un devoir civique sacré s'est étiolée dans notre société. Le vote, avant, c'était une sorte de rituel civique. On allait voter le dimanche dans les petits villages, en même temps que souvent on allait à la messe pour aller voir aussi ses voisins. Il y avait véritablement une sociabilité du vote. Aujourd'hui, cette sociabilité du vote, on voit qu'elle est très fortement touchée. Les Français sont intéressés par la politique, les jeunes sont intéressés par la chose publique, par contre pas par l'expression électorale. Nicolas Bay, vous vouliez réagir ? Je partage assez largement ce qui a été dit, mais il faut quand même bien voir que le gouvernement a dramatiquement amplifié ce phénomène. Il a incité en réalité en pratique les citoyens à ne pas aller voter. Parce que, regardez, dans la crise sanitaire, ces 15 derniers mois, régulièrement, le gouvernement était capable d'envoyer des SMS aux Français pour leur donner des directives relatives à la contagion du virus. Pourquoi ne pas avoir fait une campagne massive de SMS pour inciter les Français à aller voter ? Pourquoi avoir déplacé ces élections et les avoir mis quasiment dans la période estivale où on sait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui soit sont en vacances, soit sont sur le point de partir, bien bref, n'ont plus du tout la tête dans les élections. Pourquoi avoir saboté, parce que c'est de ça dont il s'agit, la diffusion des professions de foi et du bulletin de vote, dont tout le monde sait que ce n'est pas forcément ça qui détermine un vote, mais c'est ça qui déclenche psychologiquement chez beaucoup de nos compatriotes le fait que ça leur annonce qu'il y a un vote dans quelques jours. Beaucoup qui s'intéressent peu à la vie politique en temps normal, quand ils reçoivent l'enveloppe électorale le mardi ou le mercredi précédent le scrutin, et ils disent « Ah, c'est vrai, il y a les élections dans quelques jours ». Donc, même s'ils ne lisent pas attentivement toutes les professions de foi des candidats, eh bien, cet effet-là, le fait d'avoir saboté totalement... Il y a un gros bug, on ne les a pas reçus au premier tour. C'est pire qu'un gros bug. C'est-à-dire, c'est une défaillance. Une défaillance également au second tour. On va aller voir justement ce qu'on pense à ce sujet, parce qu'on vous a entendu sur la question déjà la semaine dernière, où personne n'avait reçu ou presque. Et ça s'est encore aggravé au second tour. Avec nous, sur le plateau de Caen, François Dufour, qui est colistier de Mélanie Boulanger. Bonsoir François Dufour. Bonsoir. Vous êtes, je m'excuse, un habitué de ces campagnes électorales. Qu'est-ce que ça vous dit justement ce soir sur cette abstention au record et ces jeunes, on le disait, qui ne se sont pas rendus aux urnes? Alors effectivement, l'abstention, 7 personnes sur 10 qui ne se déplacent pas. Je pense que les 2 mois de campagne ont été catastrophiques parce qu'avec ce côté anxiogène porté par la pandémie et où effectivement chaque jour on est confronté à ne pas savoir s'il va y avoir une aggravation et autres, lorsque la date des élections a été fixée, moi, je n'étais pas favorable personnellement, et beaucoup de gens autour de moi, pour qu'elles se tiennent dans un délai aussi court, tout pendant qu'on n'était pas sorti de cette situation. Alors, quand 7 personnes sur 10 ne viennent pas aux urnes, on sait que la jeunesse n'est pas intéressée par les urnes au fil des années. Mais malgré tout, là, on a touché le deuxième sous-sol. C'est-à-dire que 70% des gens qui ne vont pas voter, je dirais la maison est sans dessus-dessous. Et effectivement, le fiasco de l'État dans la propagande qui ne nous est pas venue au plus profond des territoires, ça en rajoute. Alors, par contre, moi, je pense quand même que si on ne s'intéresse pas aux vraies réalités de la vie, de ce que les jeunes générations veulent voir évoluer, si on ne va pas dans ce débat-là pour faire comprendre qu'il va falloir, avec le réchauffement climatique et tous les problèmes de société que nous avons, justement, si sur on les ne thèmes qui ont été portés durant cette campagne, on l'a entendu on n'y tout à arrivera l'heure pas. Avec Mélanie Boulanger qui disait il faut défendre l'écologie, il faut le mettre dans les priorités de ce futur mandat d'Hervé Morin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que, je vais vous poser la question très clairement, la Normandie soit plus verte, une décision qui pourrait aller dans le sens du vote de ce soir? Écoutez, les problèmes environnementaux, la dégradation de nos territoires, de l'eau, du sol, le non-renouvellement des générations chez les agriculteurs et autres, tout ça est du ressort de politique publique, tout ça est du ressort d'une région, des collectivités territoriales. Tous ces phénomènes, tous ces problèmes-là, en fait, les jeunes générations ne comprennent pas. Le fait, par exemple, qu'on continue à investir et à pousser une agriculture qui, aujourd'hui, consomme de plus en plus de molécules
contrairement à ce qu'on veut nous laisser croire aujourd'hui, de molécules qui aujourd'hui abîment la santé des sols et la santé humaine, ça amène à ce que les jeunes générations disent finalement le gouvernement devait prendre des mesures sur le glyphosate en 2020, 2021, puis 2022 et maintenant peut-être 2025 ou 2030. À partir de ce moment-là, il y a un dégoût qui s'installe, il y a une colère. Merci, François et Dufour. puis l'autre phénomène, c'est les injustices sociales. On a vécu pendant 2 décennies des affaires financières à travers le territoire avec un certain nombre de personnes ou de personnalités qui avaient des responsabilités sur nos territoires. Ils n'ont pas su régler les problèmes et les phénomènes qui ont défié la chronique pendant des décennies. Message. Eh bien, ça avoir amène le regard une fâcherie. de Bruno Cottrey, justement, sur les thématiques qui ont émergé durant cette campagne des régionales. Quand on regardait les préoccupations des Normands, ça ne correspondait pas forcément tout le temps aux missions de la région. Est-ce qu'il y a en fait un paradoxe entre ce que demandent les habitants, les électeurs et les missions qui sont allouées à une collectivité comme la région? Pas forcément. Ce qui est difficile quand on mesure l'opinion publique, c'est de bien mesurer les différentes demandes qui correspondent à différentes facettes de l'action publique. Les Français ont assez bien intégré que les collectivités territoriales sont les opérateurs pour un certain nombre de domaines de l'action publique et ils ne se trompent pas quand ils veulent de la sécurité, quand ils veulent de l'éducation, quand ils veulent de la santé. Ils regardent vers l'État. Mais ils savent aussi qu'il y a des volets de ces politiques qui sont incarnés par les collectivités territoriales. Donc ce qui a manqué, à mon avis, dans cette campagne régionale, c'est un vrai débat en fait national sur l'avenir des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on veut pour le partage des responsabilités entre l'État, avec la loi NOTRe en 2015, département, région. Et en fait, il nous a manqué une campagne. On a beaucoup critiqué la nationalisation de la campagne, mais il y avait une bonne nationalisation de campagne qui eût été une belle campagne sur ce thème. Quelle perspective nous dégageons dans les 5-10 ans qui arrivent pour les missions des régions et peut-être la répartition des rôles entre les régions et l'État. Ça tombe bien, c'est un de nos thèmes du grand débat, Franck. Oui. Comme quoi, hein. Et Hervé Morin disait tout à l'heure sur notre plateau que son prochain mandat, il allait l'axer sur valoriser les territoires. On a eu une campagne conquérante, il veut ressouder les territoires. Est-ce que finalement, quand on regarde les préoccupations des habitants, c'est une des questions qui est souvent soulevée, s'occuper plus des campagnes et faire davantage le lien entre les villes et les zones rurales? Alors c'est certain que la dimension de fracture de l'espace, les fractures territoriales, c'est un problème qui préoccupe beaucoup les Français. Il me semble néanmoins, quand on observe l'opinion publique et les réactions des Français par rapport à l'action publique, on voit que ce qui paye, c'est lorsque des décisions publiques se traduisent très concrètement. Au fond, lorsqu'un maire dit à ses administrés, au cours de mon mandat, il y aura un parking, il y aura une médiathèque, il y aura une piétonisation de rue, on peut le voir concrètement quand on sort de chez soi. C'est beaucoup plus difficile dès lors que la collectivité, dès lors que la circonscription de l'action publique est plus large. La région, l'État, n'en parlons pas. Et donc c'est ça qui manque beaucoup. Et les Français sont beaucoup en attente d'une politique qui se traduise réellement, concrètement, visiblement dans leur vie. Et pas de manière compliquée. On va peut-être justement aller retrouver Jérôme Nury. Jérôme Nury, il est en duplex avec nous sur le plateau de France 3 Normandie à Caen. Bonsoir Jérôme Nury, merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Bruno Cottrey vient de dire et ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Hervé Morin, qu'il fallait quelque part simplifier un peu le millefeuille et rendre concrètes les choses? Oui, moi je pense que l'État a une grande responsabilité finalement dans ce résultat de cette abstention qui est catastrophique, où que ce soit d'ailleurs. Bon, bien sûr, il y a cet énorme couac intolérable sur la distribution des enveloppes, la distribution des professions de foi et des bulletins. Mais je pense que le mal est plus profond parce que depuis maintenant plusieurs années, finalement, notamment avec la loi NOTRe et un certain nombre d'autres lois, très progressivement, on a dévitalisé nos territoires, on a dévitalisé les collectivités locales, notamment sur les compétences, avec une redistribution des compétences qui fait qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne comprennent plus du tout qui fait quoi entre la région, le département, l'intercommunalité, la commune. Et puis, il y a eu des redécoupages à la hache de nos territoires, qui fait que nos concitoyens ne savent même plus les limites des cantons, où est-ce qu'ils s'arrêtent, qui ne correspondent pas non plus avec leurs intercommunalités. Et donc, les élus, finalement, n'apparaissent plus comme étant des interlocuteurs sur lesquels on sait exactement de quoi ils s'occupent. C'est exactement la même chose sur les impôts locaux qui ont été redistribués. On en a enlevé aux départements pour les mettre sur les communes. On en a enlevé aux communes pour les mettre aux intercommunalités.
Donc finalement, progressivement, l'État, moi j'ai le sentiment, est en train de faire remonter le pouvoir et on est en train de faire en sorte que la décentralisation, qui était plutôt une bonne chose, soit annihilée par cet État central. D'ailleurs, on ne parle plus de canton aujourd'hui, Franck. Clairement, on ne parle plus de canton comme le faisaient nos grands-parents. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Bay? Oui, c'est vrai, le redécoupage des cantons a abouti à des découpages de territoires très vastes qui ne correspondent pas à des réalités, à des entités historiques et géographiques cohérentes. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question sur la décentralisation française. Il y a beaucoup de pays qui ont réussi à mener une décentralisation moins coûteuse, plus efficace et plus lisible. Est-ce qu'on y vote plus? Aujourd'hui, on a un millefeuille territorial, la commune, l'intercommunalité, la métropole, le département, la région, l'État, l'Union européenne. Voilà. Et tout ça coûte très cher, tout ça doublonne beaucoup les compétences, tout ça est relativement ou même souvent totalement inefficace. Et donc, ça finit par susciter l'exaspération. Et puis, il y a un autre aspect. C'est quand on a supprimé, par exemple, l'autonomie fiscale des régions, eh bien, on aboutit à faire de la région plus un service déconcentré de l'État, et un certain nombre de ses prérogatives, les lycées, les transports pourraient très bien être assurés limite par le préfet de la région, si on y réfléchit bien. Donc ça finit par poser un très gros problème. Il faut que, pour que les présidents des collectivités territoriales aient une vraie capacité d'action, il faut qu'ils aient la capacité à lever l'impôt et la capacité à mettre des politiques face aux impôts qui sont levés. Et ça permet d'être responsable ensuite devant les citoyens. On a l'impression que les gens ne comprennent pas effectivement le rôle de chacun, entre les régions qui s'occupent des lycées, les départements qui s'occupent des collèges, et ne voient pas concrètement ce que ces collectivités peuvent apporter de bien dans leur vie de tous les jours. Est-ce que c'est ce témoignage que vous recueillez sur le terrain, genre vous pouvez rien pour nous quelque part les élus, donc on ne se déplace pas pour voter? Mais c'est surtout que vous vous retrouvez avec des citoyens qui étaient dans un canton depuis 200 ans, qui sont dans une intercommunalité qui est autre chose que le canton, avec des compétences qui ont été basculées de la commune à l'intercommunalité. L'intercommunalité en a basculé au département, donc au bout d'un moment, nos concitoyens ne comprennent rien. Et je vais vous dire, la gestion de la crise ces derniers mois n'a fait qu'amplifier cela. Parce que qu'est-ce que l'État a fait? Il n'a cessé finalement, en gros, de dire « je suis le sauveur de la nation et je ne m'appuierai pas sur les forces locales, sur les collectivités qui ne demandaient que ça ». Par exemple, dans l'Orne, nous avons mis un dispositif qui s'appelle Orne Rebond, avec le président de Balor, justement pour accompagner toutes les petites entreprises, les commerçants, les artisans qui souffraient dans la crise. Qu'est-ce que l'État a fait? Eh bien, il nous a mis au tribunal sur le sujet. On voit bien que l'État veut tout gérer. Et ça, c'est une énorme erreur. Parce que c'est en proximité où on est le plus efficace. Merci Jérôme Nury. On va étudier, si vous le voulez bien, à présent, le cas de la Seine-Maritime. Parlons départemental un peu, justement. Il y avait se profilait un duel droite-gauche, droite-centre, gauche-vert, pour être plus exact, avec le président sortant Bertrand Bélanger, face à la gauche, emmené par l'ancien député PS et actuel maire de Barentin, Christophe Bouillon. Les résultats y sont serrés. On parle même d'égalité. Soirée suivie pour nous par Julie Hollette. On imaginait un résultat serré. Finalement, le scénario original envisagé d'une égalité parfaite tombe. 17 cantons pour la droite, 17 pour la gauche. Et le canton de Bolbec joue les arbitres, remportés par Dominique Métaux, qui se déclare indépendant ni dans la majorité sortante, ni dans la minorité. Moi-même, je ne suis pas dans un appareil politique, donc nous sommes dans une situation assez similaire, monsieur Métaux et moi-même. Sauf que voilà, je suis à la tête d'une majorité de 17 cantons et j'ai grandement envie de pouvoir continuer demain en Seine-Maritime en travaillant les dossiers, en nous intéressant aux habitants de la Seine-Maritime comme nous le faisons. Voilà, donc je ne doute pas que nous pourrons continuer de le faire. Le socialiste Christophe Bouillon se félicite que la gauche ait gagné un canton par rapport à 2015 et il entend discuter avec Dominique Métaux sur la base de projets. Je crois qu'il a indiqué qu'il voulait un scénario à l'allemande, c'est-à-dire avec des formes de coalition. Mais les coalitions, quand elles se font en Allemagne, elles se font sur des projets. Et je pense que c'est ça qui compte. Nous, on porte un projet résolument à gauche, qui répond aussi au moment présent. Parce que vous savez, quand vous avez autant d'abstention, ça veut dire que le pays va mal. Et le département de la Seine-Maritime n'y échappe pas. Donc ce que nous disons à Dominique Métaux, c'est que la porte est ouverte pour discuter d'un projet. Et c'est l'addition du projet qui fera l'addition des cantons. Dominique Métaux, joint par téléphone, maintient sa position d'indépendance. Les discussions risquent d'être animées dans les jours à venir. Voilà, rien n'est joué pour
connaître celui qui sera président du département de la Seine-Maritime et quelle majorité va sortir. On suivra ça dans les heures ou dans les jours qui viennent. Dans la Manche, les choses paraissent peut-être un peu plus claires, puisque un Morin pourrait peut-être en cacher un autre. Après Hervé Morin, élu président de la région, Jean Morin va-t-il devenir le président du département de la Manche et succéder à Marc Lefebvre? Sylvain Rouil et Marie Saint-Jour l'ont suivi. Et l'ont... Colette Morin. Troisième élection et troisième victoire en vue pour Jean Morin. L'enfant du pays recueille plus de 70% des voix chez lui, à l'Aille-du-Puy, là où 10 ans plus tôt avait débuté sa carrière politique départementale. J'avais une bonne assise locale et locale, et donc mon métier d'assureur faisait que j'étais suffisamment connu, et donc j'ai été élu un peu contre toute attente. C'était un challenge à relever. Et j'ai été élu donc en 2011. Et vous avez gravi les échelons? J'ai gravi les échelons depuis. Jusqu'à devenir premier vice-président. Félicitations, monsieur Jean. En se spécialisant, notamment dans les dossiers routiers. Tout le monde roule sur les routes, mais il faut bien les entretenir. Les collèges, il faut bien qu'on s'en occupe. Et c'est dommage que les personnes ne soient pas venues voter. Et pourtant, dans nos réunions, on a passé notre temps à expliquer le rôle du département. À Créance, la victoire large se confirme. Jean Morin ne cache plus ses ambitions. Comme je l'ai dit, la Manche se vit au corps. Et je réfléchis bien entendu sur une éventuelle candidature. L'élection se trouve être le 1er juillet, donc la décision doit être prise rapidement. Mais vous êtes intéressé? Mais je suis intéressé. Des candidatures féminines notamment avaient un temps émergé. Ce soir, un homme, Jean Morin, semble faire l'unanimité autour de lui. Voilà, Jean Morin, peut-être donc le futur président du département de la Manche. On suivra ça. Ça aura lieu jeudi, cette assemblée. On va faire un nouveau point résultat avec Véronique et Magali. Pardon. Oui, nous venons juste d'avoir les résultats pour le canton de Cherbourg, le canton 1. Il y en a 5, je vous rappelle, à Cherbourg. Et c'est donc Emmanuel Bellé du parti de Benoît Hamon qui est élu aux côtés du maire adjoint de Cherbourg, Pierre-François Lejeune. Prenons ensuite la direction de C, dans l'Orne. Dans ce canton, ce sont les sortants d'hiver gauche qui sont réélus, Jocelyne Benoît et Claude Duval. Des sortants également réélus à Ray, dans l'Orne, Elisabeth Jossé et Laurent Martingue du Parti des Républicains. Ils étaient face au Rassemblement national. À Alençon, dans le canton d'Alençon 1, c'est la sortante socialiste Vanessa Bournel qui est réélue à plus de 65%. Elle est aux côtés de Joachim Pueyo qui est le maire d'Alençon. Et enfin, dans le canton d'Alençon 2, c'est un binôme de gauche qui emporte ce canton devant la centriste sortante Christine Roimier. On attendait les résultats des cantons du Havre, eh bien ils commencent à nous parvenir, en tout cas pour 2 d'entre eux. Il y en a 6, je vous le rappelle, 6 cantons au Havre. Alors dans le canton du Havre 1, Christian Duval et Florence Thibaudot-Reynaud sont réélus avec, vous le voyez, 57,9% des suffrages. Et puis dans le Havre 5, c'est la députée Agnès Firmin-Lebaudot avec son binôme Patrick Tesser qui sont élus avec 62,5% des suffrages devant Gérald Hervieux et Valérie Lévesque. On prend à présent la direction du département de l'Eure avec, nous l'avions évoqué un petit peu plus tôt dans la soirée, le canton de Grand-Bourteroulde et cette surprise, donc le sortant Bruno Kettel, qui ne fera pas de 5e mandat. Il est battu à très peu de voix après. Il va, semble-t-il, faire un recours. Mais pour le moment, les élus seraient Nathalie Béton et Michael Onodibio. Bourrachard, à présent, où les 2 sortants se présentaient sur des listes opposées. Et c'est finalement Marie Tamarel Verhaeghe qui est élue avec Sylvain Bonenfant. Ils obtiennent 54% des suffrages. À Vernon, on l'a vu également un petit peu plus tôt dans la soirée, pas de problème pour Sébastien Lecornu et Catherine Delalande, réélus avec 81% des suffrages.
Passy-sur-Eure à présent, où le président du département de l'Eure, Pascal Lehongre et Cécile Caron sont élus à nouveau avec plus de 76% des suffrages exprimés. Gisors, toujours dans l'Eure, c'est Alexandre Rassaert, le sortant, qui était en binôme cette fois-ci avec Angèle Delaplace. Les voilà élus avec 67% des suffrages devant une liste d'union de la gauche emmenée par Anthony Auger et Isabelle Fichet-Boile. Et puis Val-de-Reuil, Jannick Léger, qui est élu depuis 20 ans et qui se représentait cette fois-ci avec Marc-Antoine Jamet. Eh bien, ils sont élus avec plus de 70% des suffrages. Et puis Bernay qui comptera désormais de nouveaux élus, puisque Marie-Line Wagner, la maire de Bernay, et Nicolas Gravel, le président de l'Interco, sont élus avec près de 55% des suffrages exprimés. Je vous rappelle quand même, pour tous les cantons qui vous intéressent, que vous avez la possibilité de flasher un petit QR code et de retrouver tous les résultats sur votre smartphone tout au long de la soirée. Merci Magali et Véronique. Alors après les départements, on va se projeter un petit peu en région si vous le voulez bien. Rappelons que la liste arrivée en tête obtient une prime majoritaire, je parle sous le contrôle de Bruno Cotresse, de 25% des sièges de l'Assemblée. Les 75% restants sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% au second tour. Je n'ai pas fait d'erreur, Bruno. Merci beaucoup. Comment gouvernera-t-on donc à la région? Écoutez, Hervé Morin, il a commencé à y réfléchir. Il faut une majorité, une opposition, parce que sinon, à un moment, il y a déléguer. Il y a des alternances qui s'expriment. Je comprends, mais quelques responsabilités. Écoutez, comme ça, c'est vu par le passé. J'avais fait. La commission des finances, c'était Marc-Antoine Jamet, par exemple. Oui, sauf qu'il a fait de la politicaille, comme il ne sait que faire, parce qu'il sait faire que ça, ce brave Marc-Antoine Jamet. Donc, en clair. J'en garde un mauvais souvenir, parce qu'au lieu de faire le boulot que représente celui d'un président de commission des finances, il faisait l'opposition systématique. Donc je vais réfléchir. Vraiment qui va réfléchir. Il a encore quelques jours. L'élection du président, puisque pour l'instant c'est la liste qui est gagnée, il faut bien le préciser, et que l'élection du président aura lieu vendredi prochain. Ça sera dans les amphis de l'université de Caen. Comment gouverner et quelle place laisser à l'opposition? Écoutez ce que disait Mélanie Boulanger, la candidate PS Europe Écologie, qui était notre invitée tout à l'heure sur ce plateau. Les électeurs qui se sont déplacés nous ont placés comme la première force d'opposition à la majorité en place. Donc il ne s'agit pas de s'opposer sur tout, mais il s'agit d'être très combatif et très vigilant sur les sujets sur lesquels la Normandie n'est pas bonne. Je pense à l'environnement, je pense à la jeunesse, je pense à l'attention qui doit être portée aux TPE, aux PME, aux artisans. Il y a plein de choses sur lesquelles nous avons porté des propositions et sur lesquelles nous resterons très attentifs et très vigilants. Donc nous allons construire avec la gauche rassemblée et les écologistes une opposition combative et constructive. Voilà pour Mélanie Boulanger. Nicolas B, comment vous positionnerez pendant la prochaine mandature? On vous a vu au Conseil régional lors de la dernière. Quelle sera votre position? Est-ce que vous serez comme Mélanie Boulanger très attentif au sujet? Normand. Oui, bien sûr. Vous savez, quand on est dans l'opposition, on a un rôle à la fois de défense de ses électeurs, de ceux qui nous ont confié un mandat pour les 7 prochaines années, et évidemment en fonction du programme que nous avons défendu dans la campagne. Et puis évidemment, en étant attentif à être les plus constructifs possibles au service de l'intérêt général de la Normandie et des Normands. C'est ce qu'on a fait déjà pendant la précédente mandature. On ne s'opposait pas systématiquement, loin de là. Nous défendions un certain nombre de positions. Parfois, ça rentrait en concordance avec les projets d'Hervé Morin. Il y a eu des moments aussi de désaccord profond, et il y en aura encore. Notre rôle, c'est de mener une opposition à la fois très déterminée, intransigeante, mais constructive. Il y avait déjà dans le précédent hémicycle 2 forces politiques, la gauche et le Rassemblement national, de poids assez analogues. Ce sera toujours le cas parce que tout le monde a compris que Laurent Bonnater sera en réalité un supplétif d'Hervé Morin. C'est les 2 façades du macronisme, macronisme de droite et macronisme de gauche. Donc il y aura à nouveau dans l'hémicycle du Conseil régional 2 forces politiques de poids à peu près équivalents numériquement, la gauche socialiste et verte d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. En un mot, Bruno Cotresse, que faut-il retenir de ces élections? C'est la fin de cet épisode.
Évidemment, cette campagne. Évidemment, toujours le niveau d'abstention. On a vécu quelque chose de très difficile au plan démocratique aujourd'hui. Néanmoins, un mot positif pour terminer. J'ai trouvé que tous les hommes et les femmes politiques que nous avons reçus sur le plateau ce soir, c'est encourageant parce qu'à peine ont-ils posé le sac du candidat, qui reprennent tout de suite le bâton de pèlerin pour défendre leurs idées. Ils ont envie de repartir au combat. C'est la beauté de la démocratie. Merci beaucoup Bruno Cotresse, merci à tous. C'est la fin de cette soirée électorale consacrée aux élections régionales et départementales 2021. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé ce soir et puis on se retrouve bien sûr pour analyser les résultats dès demain 11h53 dans nos éditions et puis rendez-vous avec la liste, le prochain président certainement de région, Hervé Morin, qui sera notre invité dès 18h40. Très belle nuit à vous Franck. Merci et bonne soirée. Merci Bruno.